Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant le Triban RC 520. Ça fait maintenant plusieurs mois que je l'utilise en gravel, route et maintenant en vélo taf. Précédemment, j'avais fait une vidéo sur le Triban 100, mais j'étais passé à côté de pas mal de choses, choses que je ne veux pas faire dans cette vidéo aujourd'hui. Par exemple, je n'avais pas parlé de la géométrie du cadre, c'est pourtant un élément super important sur un vélo. On va en reparler un petit peu plus tard. Ce vélo est conçu comme usage randonnée. Sa géométrie du coup est axée sur le confort, en gros du cyclotourisme quoi. Ce qui correspond plutôt bien à mon usage. Si vous cherchez un vélo plutôt pour faire une pratique cyclosportive, c'est certainement pas le bon vélo parce qu'il n'est pas du tout conçu pour. Après, vous pouvez faire une pratique sportive sans vous prendre la tête, en fait se faire plaisir quoi. J'ai acheté ce vélo parce qu'il correspond à ma pratique, du coup je fais de la route en zone rurale et je souhaitais un vélo plus polyvalent pour pouvoir emprunter des routes communales ou encore des petits chemins, pas trop défoncés non plus. Le vélo de route classique, il n'était pas très adapté à cet usage. C'est vite inconfortable, des pneus en section de 23 avec des pressions de 6,5, 7 bars voire 8 bars. C'est pas top pour les trous qu'on ne peut pas éviter. Si jamais vous cherchez des conseils pour votre tout premier vélo, je peux vous recommander la vidéo de Stéphane Marquis. Même si je suis pas d'accord entièrement sur certaines choses avec lui, bon voilà, hein. On est tous différents, on a chacun nos opinions. Je vous mets le lien dans la description, donc voilà. Decathlon propose en fait deux gammes, le RC 500 et le RC 520. Chaque gamme a plusieurs déclinaisons différentes, c'est le même cadre, mais l'équipement n'est pas le même. Le 520 actuellement il est vendu à 850 € et le 500 à 650. Ce qui en fait n'est pas très cher au vu de l'équipement qu'on a sur ce vélo. Le cadre est en aluminium, les soudures elles sont faites on dirait manuellement. En tout cas elles sont pas hyper régulières comme le ferait une machine, donc c'est probable que ce soit manuel. Après elles sont pas lisses, donc c'est juste un détail esthétique je dirais, c'est pas très important. La fourche est en carbone, c'est souvent le cas maintenant sur les vélos, même d'entrée de gamme, vélos de route ou vélos de gravel comme celui-là. C'est assez souvent le cas, le combo cadre aluminium et fourche en carbone. En équipement, on a un groupe Shimano 105 R7000, 11 vitesses avec une cassette de 1132 d'origine que j'ai modifiée. La cassette d'origine est une marque compatible, donc Microshift en l'occurrence. Et le pédalier est un 50-34 avec la longueur des manivelles en fonction de la taille du cadre choisi. Donc ça c'est une bonne chose, ce qui n'a pas été le cas par exemple sur le Triban 100 où on restait en 170 mm sur même des vélos en taille XL. Donc là en l'occurrence c'est un XL et j'ai des manivelles de 175 mm. Sur le groupe en lui-même, j'ai vraiment aucun problème quoi. J'ai vraiment pas de problème, c'est réactif. Voilà, c'est du 105, leur réputation n'est plus à refaire sur ce groupe. Par contre, j'ai juste un petit souci de bruit, mais c'est que la noix de roue libre n'est pas droite et du coup, de temps en temps, quand je pédale, ben, en fait, ça fait quelques clics. Mais c'est pas un défaut du groupe en lui-même. Concernant les freins, il est équipé de freins à disque de 160 mm, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, avec des étriers mécaniques hydrauliques TRP Hydro. Le fonctionnement il est simple, c'est les manettes à l'avant qui tirent sur des câbles, qui viennent actionner un piston hydraulique au niveau de l'étrier, et les garnitures sont actionnées elles aussi par un autre piston hydraulique également. Donc ce mélange il reste beaucoup plus efficace que la technologie purement mécanique. Mais sans non plus atteindre le niveau d'un 100% hydraulique. L'avantage du système, c'est qu'il est plus facile de maintenance en cas de gros problèmes. On peut vraiment en dernier recours repasser sur du mécanique. Mais globalement, les freins hydrauliques, même qui sont vendus, les freins 100% hydrauliques, ils ont rarement des gros problèmes de fuite ou quoi que ce soit. Les roues sont de la marque Decathlon, enfin leur marque Triban, donc voilà, avec 28 rayons montés croisés par deux, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.
parce que freinage à disque oblige, on est obligé d'avoir du rayon croisé, même à l'avant. Alors ce sont des roues de base, hein, elles font leur job, mais c'est pas du haut de gamme. La paire fait 2 kg, sans cassette et sans les attaches rapides. Les pneus d'origine, c'était du Triban Resist Plus en 28 mm que j'ai changé par du Continental en 35, qui est un petit peu mieux, un petit peu plus adapté à mon usage. Elles sont tubeless ready, ça veut dire qu'on peut mettre des pneus sans chambre à air, mais les pneus qui sont vendus avec ne sont pas compatibles. Et dans certains cas aussi, il vous faudra changer le fond de jante. Sur le mien, c'est déjà du fond de jante tubeless. En fait, c'est marqué dessus, vous verrez quand vous démonterez le pneu. Donc la section maximum, elle est indiquée par Decathlon, elle est 36 mm. Moi, je suis à 35. Dans la pratique, il y en a qui montent des pneus avec une section plus large, 40 mm. Mais c'est déconseillé, ils le marquent bien sur leur site parce que c'est le risque de toucher avec le bout de votre chaussure la roue avant quand vous pédalez à faible vitesse. Le changement du pneu, il est difficile à faire parce que c'est des jantes tubeless ready et le pneu a tendance en fait à verrouiller ses tringles directement dans la jante. Donc il faut vraiment bien les décoller de chaque côté, bien centrer le pneu pour pouvoir se donner le maximum de chance. Ensuite, les fonds de jante, quand je les ai ouverts, ils n'avaient pas l'air d'être de super qualité. Quand j'ai démonté le pneu. Pas mal d'utilisateurs s'en sont plaints en commentaire à cause des crevaisons, mais j'ai jamais eu trop de soucis de ce côté-là. Sur le cadre et la fourche, il y a des trous de fixation filetés en M5, donc standard, qui permettent de fixer des porte-bagages et des garde-boue. En bas des haubans, il y a 2 trous à 2 hauteurs différentes. Ceux qui sont situés ici vers le haut, pareil de l'autre côté, sont pour le porte-bagages parce qu'ils ont un dégagement vertical. Et celui du bas, du coup, naturellement, il doit être pour le garde-boue. J'ai pas pu trouver le poids maximum admissible sur le porte-bagages arrière, mais il est probable que ce soit 15 ou 20 kg, mais ça reste aussi dépendant du poids du cycliste. On peut noter également que le filetage du porte-bagages ici, il est super long. Il est vraiment très très long, donc c'est un peu rassurant côté solidité. Sur la fourche, pareil, on a également des œillets pour fixer un porte-bagages sur les trous supérieurs. Et en bas, on a des petits œillets pour mettre un garde-boue. Petite note également, les câbles de dérailleur, ils ne sont pas intégrés. Pour le prix, ce serait étonnant. Et de toute façon, comme ça reste plus simple pour la maintenance. Pour changer un câble de dérailleur, quand c'est du câble intégré, c'est moins facile que si c'est du externe comme ça. Maintenant, parlons un petit peu de géométrie. Le cadre, il est conçu pour être confortable. Malheureusement, comme dans tout domaine, lorsqu'on gagne sur un tableau, en fait, on perd forcément sur un autre. Ça s'appelle le compromis. Le cadre, il est de type sloping. Maintenant, il n'y a plus que ça. Il y a plus que ça maintenant sur le marché du neuf. Peut-être encore quelques cadres droits, mais bon, ça reste par exemple sur du vélo de voyage, ce genre de choses. Ce qu'on appelle les cadres sloping, c'est les cadres avec le tube horizontal qui est en fait pas horizontal, qui descend un petit peu vers la selle. Les anciens vélos de type un peu route, là avant 90, 2000, un petit peu avant ces années-là, ils étaient tous avec un cadre classique avec un tube horizontal qui était horizontal. Alors il y a différentes choses qui contribuent au confort, comme par exemple cette douille de direction. Sur une taille XL, elle est de quand même 215 mm, qui est assez élevée. Et de fait, la position sur le vélo devient assez relevée. La longueur des bases est de 425 mm. Ce n'est pas les bases les plus longues qu'on peut trouver sur un vélo type gravel, il y a plus long que ça encore. Mais c'est quand même dans la fourchette haute. Alors cette longueur, elle permet d'augmenter un petit peu le confort, mais au détriment de la rigidité du cadre. Sur des vélos plus sportifs, on retrouve des bases plus courtes, par exemple 405 mm sur de l'entrée de gamme, à peu près dans la même gamme de tarifs. Mais les imperfections de la route se font plus ressentir. Les haubans semblent également être conçus dans l'optique du confort. Si on observe leur forme, ils ne sont pas droits, contrairement à un vélo de route plus classique, mais ils sont un peu courbés, comme s'ils étaient prêts à se déformer.
Donc ces courbures, je pense que ça facilite justement cette déformation et que justement, si elle se déforme, ça amortit un peu plus les chocs. La selle, je la trouve plutôt bien, tout à fait confortable, sans cuissard. Après, c'est assez personnel les selles parce qu'il y en a qui vont bien aimer, il y en a d'autres qui vont pas aimer, donc c'est assez subjectif. Avec le cadre sloping, du coup, la sortie de selle est assez importante. Donc coupler un petit diamètre de selle, je pense que aussi ça contribue au confort. Parce qu'elle se déforme du coup plus facilement. Petit diamètre, grande longueur, déformation facile. J'ai fait une petite sélection de vélos sur un tableur pour voir la concurrence. Bien entendu, je ne connais pas tous les constructeurs de vélos. J'ai choisi en consultant les sites internet marchands assez connus pour voir ce qui est proposé dans cette gamme de prix. Et par la suite, je n'ai retenu que les vélos qui aient des géométries comparables. Donc sur le plan de la transmission, par exemple, le RC520 et le Elite de chez Specialized sont équipés en 105 R7000. Dans ce tableau, en fait, c'est la transmission la plus haut de gamme. Le Scott Speedster, lui, c'est plus un groupe dédié au gravel. Je connais pas en fait les groupes gravel, leur gamme, le GRX, mais en tout cas sur le tarif, il est à peu près au même tarif qu'un 105 R7000, c'est-à-dire dans les 500-600 euros. Concernant les autres groupes, le Tiagra est moins haut de gamme que le 105. Le Sora, il est en dessous du Tiagra. Et enfin, le Claris, c'est le plus bas du tableau. Sur la partie freinage, c'est le Scott et le Trek qui l'emportent avec leur frein hydraulique, 100% hydraulique, contrairement au RC520 où c'est mécanique et hydraulique à la fois. Concernant les différentes déclinaisons, donc le RC520 il est vendu en 4 versions. Une version classique avec un cintre de route, une version femme, toujours avec un cintre de route, une autre cintre droit et enfin une édition gravel. La version femme a un cintre, une potence et des manivelles plus courtes par rapport à la version classique, mais le cadre reste le même, c'est valable pour toutes les autres variantes également. Il existe une version avec flat bar, enfin ils appellent ça flat bar, mais c'est simplement un cintre plat. Donc avec des commandes adaptées également. Et enfin, la version Gravel, elle est plus chère, elle est à 1000 euros, 999 pour être précis. Elle est à 1000 euros au lieu de 850. Le cintre, il est plus large et évasé. Et la guidoline est un petit peu meilleure et les pneus sont de 35 mm et ils sont tubeless ready. Je trouve que la version Gravel est quand même sacrément plus chère que la version classique pour le peu de modifications qu'il y a en fait. Alors les modifications que j'ai fait, premièrement j'ai changé les pneus parce que les pneus d'origine en 28 mm slick ils convenaient pas pour mon usage. Je préférais quand même des pneus un peu plus larges et puis avec un peu de crampons sur les côtés. C'est un peu équivalent si vous voulez ce pneu là Continental Ride Tour. C'est un peu équivalent au marathon je dirais, à peu près en forme de dessin, d'usage. Donc à la fois je peux faire je fais de la ville et je peux aller quand même un petit peu gratter les chemins sans que ça pose trop de problèmes. Et du coup ils sont assez résistants quand même aux crevaisons. À la réception du vélo, j'ai trouvé un défaut de montage au niveau de la potence. C'était mal monté en fait devant au niveau du cintre, donc je pense qu'ils se sont un peu mélangés les pinceaux. C'était juste un peu inversé, c'est-à-dire que la partie extérieure était à l'intérieur et inversement. La partie intérieure était à l'extérieur. Donc de toute façon c'est pas grave parce que je l'ai changé par une potence de 110 mm de récup. Parce que sinon c'était pas adapté, c'était trop long pour moi. Idem pour le cintre, alors je l'ai modifié. Il était de 440 mm en trax, alors qu'il me faut un 420 mm à peu près. Faut pas hésiter à le changer le cintre, enfin à mon goût, parce qu'en fait c'est vraiment essentiel qu'il soit adapté à votre morphologie, que le poste de pilotage soit adapté à votre morphologie et pas l'inverse. C'est pas vous qui devez vous adapter à votre vélo. Après sur la morphologie c'est très compliqué, vaut mieux les études posturales et tout, mais c'est très compliqué de trouver des gens compétents là-dedans qui vous font quelque chose de propre. Il y a certains vélocistes, du moment que vous n'ayez pas payé plusieurs milliers d'euros un article chez eux, un vélo à plusieurs milliers d'euros, genre 5000, 7000 euros, peu importe, ils ne s'intéresseront pas à vos problèmes. Ils vous laisseront comme ça et vous diront « Oh, un cintre de 460, bon, ça passe ». Alors que s'il vous faut un cintre de 41 ou de 42, ils vous le diront pas.
Enfin voilà, ce genre de choses. Attention, j'ai pas dit que c'était tous les vélocistes, seulement certains. Une autre modification que j'ai fait, c'est la cassette 1132 d'origine, qui me satisfaisait pas du tout. J'aimais pas du tout l'étagement. J'avais pas un bon feeling en fait. Donc j'ai investi dans une 1134. C'est le maximum que peut encaisser le dérailleur, le 105 R7000. Il peut pas encaisser plus dedans. Je pense que c'est possible de monter plus, mais après sans aucune garantie que ça fonctionne. Donc voilà, risque de casse, ce genre de choses. Donc la 1134, elle est beaucoup mieux étagée, et puis maintenant j'arrive un petit peu mieux à relancer dans les chemins où c'est bien raide, où ça remonte sec. La première vitesse est vraiment bénéfique. Concernant les pédales automatiques, j'ai mis des pédales SPD de VTT de chez Shimano. De toute façon, c'était ce qu'il y avait à faire. Parce que les pédales comme ça, de type route, en forêt, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce qu'en plus, avec les cales, vous pouvez pas forcément bien marcher. Et pour passer certains obstacles, c'est quand même pratique de déclipser facilement et de pouvoir marcher quand même à plat. Concernant les futures modifications, je pense bien à changer les roues. Je pense partir sur du DT Suisse, qui semble pas mal. Je vais gagner un petit peu de poids, je sais plus combien exactement, mais souvent en fait, juste changer les roues change un peu le feeling. Donc j'aimerais bien essayer ça sur ce vélo-là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors en conclusion, le ressenti sur le vélo, il est agréable. C'est-à-dire sur les routes en mauvais état, il s'en tire très bien, surtout en comparaison avec des vélos de route traditionnels avec des pneus de 23 ou de 25 mm. La position, elle est relevée, confortable. Du coup, c'est pas autant exigeant qu'un vélo de route conçu pour de la course. Avec la cassette 1134 et le pédalier en 50-34, la polyvalence, elle est excellente. C'est juste excellent. Tu peux aussi bien être à 6 km/h dans une montée difficile et être à quasiment 50 en descente. Il n'y a pas de problème. Alors bien entendu, c'est pas un VTT. Il n'a pas une grande capacité de franchissement. Aussi, ça dépend aussi des pneus que vous avez installés, de la pression que vous y mettez, si vous êtes en tubeless ou non, par exemple. Alors lorsque le terrain est gras, j'arrive facilement à reprendre le contrôle. C'est quand même assez réactif, c'est pas trop pathos, c'est quand même assez confort, mais c'est pas trop compliqué à manœuvrer quand il faut. L'autre limite aussi, c'est que vu qu'on n'a pas de suspension, tout ce qui est chemin, un petit peu avec des petits trous, vous savez, des petits trous réguliers, eh bien, ces chemins-là, ils vont peut-être être un petit peu pénibles à passer, mais son terrain de facilité, c'est les chemins où c'est globalement lisse, et là, on peut envoyer un petit peu sur ces chemins-là. Mais globalement, j'en suis super satisfait, hein. Il me sert un petit peu à tout, vu qu'il est par essence super polyvalent. J'utilise aussi bien en vélo taf qu'en balade sur route, en forêt, même enfin voilà, en ville, avec les freins à disque. Franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et à une prochaine fois.